En revanche, dans les industriels de santé ont un peu de mal à se faire à cette temporalité courte et rapide. Alors d'abord, on s'est rendu compte que les partenariats entre grands labos et petites structures étaient compliqués. Les laboratoires pharmaceutiques connaissent mal les startups du numérique. C'est vraiment pas, ils viennent pas de là, ils savent pas comment ça marche. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu ce genre d'explorateur qui vient d'un monde et qui va découvrir notre monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Gagnard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique un petit peu particulière, l'accompagnement des startups dans la Health Tech. Et donc toi, tu vas nous parler notamment du Digital Pharma Lab. Et pour commencer, la première question, c'est de savoir quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a emmené peut-être à lancer le Digital Pharma Lab aujourd'hui. Bonjour Mériadec et bonjour à tous. Qu'est-ce qui m'a porté à lancer Digital Pharma Lab ? J'ai fait une carrière dans des grandes entreprises très intéressantes. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer des équipes dirigeantes, que ce soit chez IBM en France et en Europe, ou bien chez IMS Health, qui est maintenant devenu IQVIA, le leader mondial des données de santé et du conseil dans les industries de santé. Et à l'issue de toutes ces expériences, qui ont été toutes assez longues, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, et j'ai eu la chance de rencontrer un associé avec lequel je me suis bien entendu, qui lui venait du monde des startups, en particulier des startups du numérique, et qui connaissait bien tous les mécanismes d'innovation, de financement, etc. Puis moi, je connaissais bien le numérique et les industries de santé. Donc voilà, et donc je l'ai convaincu que l'avenir du numérique et des industries de santé était lié, intimement lié. Et il m'a convaincu que l'avenir des startups du numérique était également lié à la santé. Donc avec ça, cet aspect très complémentaire de nous deux, nous avons pu lancer Digital Pharma Lab, dont effectivement l'objectif est de réussir des projets, d'accélérer des projets entre startups du numérique en santé et les industriels de santé, que ce soit du médicament, du dispositif médical, etc. Ok, on va revenir justement sur tout ce que vous faites avec le Digital Pharma Lab un petit peu plus tard. Mais j'avais une question à te poser. Quel est ton rapport à l'entrepreneuriat ? Parce que j'ai vu que dans ton parcours professionnel, tu avais été quand même assez proche de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te plaît parce que finalement, c'est une forme d'entrepreneuriat complètement, de lancer un accélérateur, incubateur Health Tech. Ah, complètement. C'est complètement l'entrepreneuriat. On a lancé une société from scratch, de rien du tout, avec nos petites mains, entre guillemets. Et effectivement, écoute, j'étais pas vraiment spécialement tourné vers l'entrepreneuriat. Et l'occasion fait le larron. On s'est retrouvés comme ça à se dire, tiens, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Il y a plusieurs choses qui m'intéressaient. Le numérique m'intéresse, la santé m'intéresse beaucoup. J'ai l'impression, et peut-être qu'on l'expliquera tout à l'heure, que le numérique en santé, c'est vraiment un avenir extraordinaire pour les patients, comme pour les aidants, comme pour les professionnels de santé, comme pour tout le monde. Et on s'est dit, on va essayer d'être utile, on va essayer de gagner notre vie aussi, et on va essayer de faire des choses qui nous plaisent. Et donc on s'est dit, voilà, ça n'existe pas, faisons-le nous-mêmes. Donc c'est un rapport de passion avec le sujet, et c'est aussi un rapport de passion avec l'entrepreneuriat lui-même, qui est quelque chose qui se découvre quasiment vraiment tous les jours. Tous les start-upers que j'interroge, je le découvre aussi tous les jours. Ok, tu viens d'évoquer le business model un petit peu, comment tu gagnais de l'argent. On va y revenir dans la troisième partie de l'échange. Mais avant de se lancer vraiment sur le Digital Pharma Lab, je me suis renseigné évidemment, j'ai fait mon petit travail avant de commencer le podcast, avant de le tourner. Sur votre site, vous parlez de la pharmatech.
Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la pharmatech et quels sont les enjeux qui se cachent derrière cet acronyme? La pharmatech, ce sont l'ensemble des entreprises innovantes, donc des startups, qui sont à la fois des startups technologiques, donc qui utilisent le numérique, et qui sont tournées vers l'industrie de santé et les industriels de la pharma. Et donc, ou bien ils apportent quelque chose directement aux industriels de la pharma. Par exemple, je vais prendre des exemples, c'est plus parlant. Par, voilà, par exemple, l'amélioration des essais cliniques, ou bien l'amélioration du screening de molécules pour trouver des médicaments ou des molécules intéressantes plus rapidement dans la phase de recherche fondamentale ou dans la phase de recherche appliquée. Ça peut être des applications numériques ou des logiciels numériques qui peuvent aider dans le domaine du market access. Aujourd'hui, le market access, c'est l'accès au marché, c'est un accès au marché quasiment continu. Il ne s'agit pas simplement de faire son dossier et après de l'oublier pendant 10 ans. Tous les les organismes de market access nationaux demandent une réévaluation permanente des médicaments qui ont été soumis, qui sont sur le marché. Donc, cette réévaluation, elle passe par beaucoup de données de vie réelle, par exemple. Et donc, les laboratoires pharmaceutiques doivent trouver un moyen d'avoir des données de vie réelle de plus en plus rapidement, en nombre de plus en plus important, de plus en plus fiable, etc. Et quoi de mieux que le numérique pour obtenir ce genre de choses. Voilà. Donc en fait, il y a énormément de domaines du numérique dans les industries pharma, dans la filière pharma, et il y a également énormément du numérique dans la filière plus large de la e-santé, c'est-à-dire qui concerne les professionnels de santé et les hôpitaux, par exemple, et tout ce qui est provider de soins. Et bien entendu, l'industrie pharma et de dispositifs médicaux ne peut pas être en dehors de ce qui se passe chez les providers de soins, chez les fournisseurs de soins. Donc, bien entendu que ça aussi, ça les intéresse. Voilà. Donc, tout ce qui intéresse la pharma en matière de numérique, dit numérique innovant, c'est ce qu'on appelle la pharmatech. D'accord. Et donc, avec le Digital Pharma Lab, vous mettez un petit peu en harmonie, en symphonie, ces grands industriels pharmaceutiques et des plus petites structures start-up ensemble. Donc, est-ce que tu Exactement. peux nous dire comment ça fonctionne concrètement, comment s'articule on va dire le partenariat que vous créez, les mises en relation que vous créez avec le Digital Pharma Lab? Alors d'abord, on s'est rendu compte que les partenariats entre grands labos et petites structures étaient compliqués. Et 10% seulement, on s'est rendu compte que 10% seulement des tentatives de rapprochement entre grandes entreprises des industries de santé et entreprises innovantes aboutissaient. Donc nous, on s'est dit, on va essayer d'augmenter ce chiffre. Et finalement, grâce à nos différents programmes, on arrive à un chiffre beaucoup plus conséquent de 75%. Ah oui, en effet. Oui, voilà. Donc voilà. Et en plus, la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que le temps était pas du tout la préoccupation majeure, j'allais dire, des industriels de santé qui sont habitués à une temporalité très longue. Un médicament, avant qu'il arrive sur le marché, ça met 10 ans. Alors qu'une start-up du numérique, en général, elle n'a pas une trésorerie infinie qui lui permet de durer 10 ans. Elle n'a pas non plus les ressources et les moyens d'attendre tranquillement que ça se décide. Et d'autre part, le numérique, ça va très très vite. Et pas seulement dans les industries de santé. Au sens large, le numérique va très vite. Et donc, on ne peut pas attendre très longtemps sous peine de voir arriver d'autres choses, d'autres technologies, d'autres concurrents, etc. Donc en fait, c'est un monde qui va infiniment plus vite que le monde du médicament, qui lui est très encadré, et c'est très bien. Et en revanche, dans les industriels de santé ont un peu de mal à se faire à cette temporalité courte et rapide. Et donc nous, ce qu'on doit faire, et ce qu'on fait, ce qu'on apporte, c'est cette accélération. Donc nos projets de partenariat en général mettent très peu de temps avant de se concrétiser. Donc qu'est-ce qu'on fait? On présente par exemple des startups à des laboratoires pharmaceutiques. Donc vous allez me dire, ah ouais, mais j'entends les auditeurs qui disent, mais nous on a déjà tout ça, on a des incubateurs, on sait sourcer des startups, on va chercher. Oui, alors après, est-ce que c'est vraiment, est-ce que vous pouvez le faire, ou est-ce que vous souhaitez également être aidé et avoir une largeur de vue encore plus grande? Donc c'est ce qu'on apporte.
On connaît bien les industries de santé, on connaît très bien le monde des startups, donc on apporte une vision très large au niveau français, européen et mondial. Et après, la deuxième chose, c'est que on comprend très bien les problématiques des laboratoires et on sait les transformer en véritable choix de start-up. Et puis, c'est pas parce qu'on a trouvé une start-up et qu'on fait vaguement un proof of concept que derrière, on peut gérer une alliance entre une start-up et un laboratoire. C'est un peu plus compliqué et ça demande des ressources et du temps et des méthodes. Et c'est ça qu'on apporte aussi. C'est-à-dire, on va depuis la compréhension des besoins, la compréhension des problématiques, le sourcing, le matching, la conclusion de contrat, mais également tout ce qui est la gestion de l'alliance profonde entre une start-up et un industriel de santé. Et à propos du stade un peu initial, à quel niveau de maturité vous accueillez les startups, les projets innovants pour les présenter aux grands groupes? Parce que je suppose qu'on peut pas juste arriver devant un grand groupe avec juste une idée et leur dire regardez, c'est révolutionnaire, mais derrière il n'y a rien du tout. Donc à quel niveau de maturité vous arrivez? C'est exact. La maturité est très importante. Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Et la maturité en est un. Alors qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si les startups innovantes ont un produit et des clients. Quand elles ont des clients, c'est quand même c'est quand même un très bon signe. Quand il y a quelqu'un qui a expérimenté le produit en vraie vie, je dirais, c'est un excellent signe. C'est un bon signe, pourquoi? Parce que d'abord, ça prouve que la startup est capable, elle sait ce que c'est qu'un client, elle sait ce que c'est que la satisfaction d'un client, d'un patient, d'un professionnel de santé, c'est très important. La deuxième chose, c'est que quand la startup a trouvé un marché, elle attire immédiatement les investisseurs. Et les investisseurs viennent voir en se disant tiens, cette startup, elle a des clients et donc on va regarder un petit peu comment elle se débrouille. Et si ça marche bien, on va pouvoir peut-être investir. Donc en fait, il y a un effet de levier qui est absolument incroyable entre le client, le fait de trouver un ou deux ou trois premiers clients et l'investissement. La troisième chose, c'est que c'est très rassurant, effectivement, pour un labo pharma de se dire je vais travailler avec quelqu'un qui a déjà un petit quelque chose. Donc, et la quatrième chose, c'est que si la startup est arrivée à trouver un client et à développer un produit, ça veut dire qu'elle a une équipe compétente à sa tête qui va pouvoir vraisemblablement être capable de passer à l'échelle. Donc, globalement, quand on cherche quelque chose comme ça, une startup, on essaye de chercher des startups qui dérisquent un petit peu le laboratoire, donc qui ont un côté déjà un petit peu robuste. Et c'est très important. La deuxième chose qu'on regarde, c'est la qualité de l'équipe. Et je dirais c'est même la première chose. Parce que si l'équipe est de qualité, même si le produit est un petit peu plus, comment dire, en phase de recherche, mais si on sent qu'il y a une équipe de très grande qualité et qui va être capable de faire avancer son produit, son marché, son investissement, les investissements qui vont être faits chez eux, etc., capable de bâtir justement des alliances et des visions avec les laboratoires, alors l'essentiel est fait. Donc l'équipe, c'est, j'allais dire même avant la robustesse, c'est le premier critère de choix. Tu parles de l'équipe, donc de l'équipe d'une startup. Tu me fais faire la transition automatique avec ton équipe à toi. Comment vous vous organisez? Comment vous faites les audits de startup? Donc, tu as des personnes dédiées qui vont aller creuser les chiffres, qui vont aller creuser les marchés. Comment ça se C'est passe ça, on a des startup project managers dont l'objectif est vraiment de bien se renseigner sur les startups, etc. Donc on a des produits et des méthodes pour le faire, mais rien ne remplace le bon sens et l'œil humain. Et l'œil humain, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir magnifique Excel ou je sais pas quoi automatique, mais quand même l'œil humain est très important. Donc on a des startup project managers. D'ailleurs, voilà, nous on en cherche souvent, soit sous forme de stagiaires. Donc je lance un petit appel. N'hésite pas. Voilà, soit sous forme de stagiaires. Donc en général, des pharmaciens, par exemple, qui sont en dernière année ou qui sont dans une année d'études supplémentaires, comme par exemple école de commerce ou école de technologie ou etc. Où ils apprennent quelque chose en plus de la pharma. Et en général, c'est très très intéressant pour nous d'avoir des stagiaires de ce calibre-là. Et c'est quasiment ce qu'on a en majorité en ce moment. Mais également, on peut alors doucement parce qu'on est encore une petite structure, embaucher du monde. Donc, il y a des startup managers
La deuxième partie de l'équipe, c'est une équipe de marketing, parce qu'il faut se faire connaître, et il faut également proposer à nos clients une capacité de communication, parce que quand on cherche des startups dans le monde entier, il faut être capable de communiquer pour trouver les bonnes startups. Et quand on fait des projets comme ça innovants en open innovation, il faut être capable de communiquer aussi en interne, de montrer ce qu'on fait, etc. Donc, en fait, on a une équipe de communication qui, à la fois, agit pour notre communication propre, Digital Pharma Lab, mais également en partenariat avec les clients pour leur communication propre à eux. C'est très intéressant ce que tu viens d'évoquer. Donc, pour bien cerner comment vous accueillez les startups, est-ce que ça se fait par sourcing ou est-ce que vous les accueillez par batch, c'est elles qui candidatent? Donc, est-ce que c'est inbound ou outbound? Ah, les deux. Les deux. On a la chance, on a cette très grande chance que ce soit les deux. C'est-à-dire, évidemment, quand un labo nous demande, voilà, je cherche des startups pour résoudre une problématique très précise, bon, là, il faut que ce soit, comme tu dis, outbound. C'est-à-dire, on va chercher à l'extérieur et on va aller regarder l'ensemble de nos fichiers et puis faire des appels à projets dans le monde entier, animer nos réseaux. On a des correspondants dans les grands pays, et donc on anime un peu ces réseaux au Canada, en Angleterre, dans les pays nordiques, en Belgique, Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Israël. Ah Voilà, oui, pour l'instant. tout ça. Oui, et dans les pays d'Europe du Sud aussi, on trouve des startups très intéressantes. Et puis, oui, le Canada et les États-Unis, je crois que j'ai cité. Donc, en fait, on va chercher très largement à travers ces représentants qui vont, voilà, on a des accords avec des incubateurs, avec des accélérateurs dans ces pays, et ce qui nous permet d'avoir accès à une très très grande base de startups. Après, quand on cherche par exemple pour un labo installé en France, on sait que c'est quand même plus facile de trouver une startup qui parle français et qui n'est pas de 9 heures de décalage horaire avec la France. C'est quand même beaucoup plus simple. D'autant que les startups françaises sont excellentes. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais elles sont excellentes. Donc, comment on fait? Voilà, on screen vraiment tout le marché. Et puis, ça c'est pour la partie aller chercher à l'extérieur. Et puis, quand on veut, on a la chance aussi que, voilà, on commence à être un peu connu. Il y a beaucoup de startups qui nous appellent, qui nous disent, tiens, j'ai vu votre programme, voilà, c'est intéressant. Et donc, on parle énormément avec beaucoup de startups. On a plusieurs entretiens par semaine avec beaucoup de startups. Et puis après, j'ai oublié de citer dans notre équipe, on a également de ce qu'on appelle des Customer Success Managers. C'est-à-dire que nos clients sont des laboratoires. Nos clients ne sont pas les startups. Nos clients sont les laboratoires. Et les laboratoires, eux, on met à leur disposition des consultants qu'on appelle des Customer Success Managers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le succès de nos clients. Quand ils nous posent une question en nous disant on souhaiterait trouver une startup dans tel ou tel domaine, par exemple, c'est le type de question qu'on peut nous poser, eh bien, nous, on veut aller au bout et on va mettre quelqu'un d'un peu senior qui va vraiment aller au bout de la recherche avec les startup managers et faire tout le parcours et conseiller en permanence le client jusqu'au bout. Donc voilà, et puis on a quelques commerciaux pour aller discuter en amont et faire du business développement avec les laboratoires pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux. Ce sont nos premiers conseils. Les premiers conseils de nos clients sont nos business développeurs. Ok. Tout à l'heure, là, tu viens tout juste de faire une liste un petit peu de tous les pays dans lesquels vous êtes présent, et ça m'a fait penser à une question en plus. Pourquoi avoir choisi de partir sur une dimension internationale directement? Alors en fait, on a commencé par la France. Donc aujourd'hui, on connaît bien l'écosystème français. On a une base de données de startups françaises qui est très importante, qui fait plusieurs centaines, je pense même plus du millier de startups dans le domaine de la S-Tech, de la MedTech. Et donc, le système français est excellent pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'on a une éducation de très haut niveau, une formation de très haut niveau, des médecins, des pharmaciens, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc. Et donc, ça permet vraiment d'avoir des gens qui sont vraiment super forts et très innovants. Alors, une formation excellente,
des CHU par exemple, des hôpitaux universitaires qui sont également au top mondial. On a on a un système de santé qui produit des gens très compétents. Donc, au fond, on pourrait dire, tiens, on pourrait suffire effectivement de l'écosystème français. C'est très très bon. Oui, sauf que les laboratoires sont souvent des mondiaux, ou en tout cas multi-pays, quoi. Et eux, ils cherchent parfois des solutions qui vont servir à plusieurs pays. Et parfois, ils cherchent des solutions plus locales dans leur filiale locale. Et là, la partie, la start-up française correspond peut-être un peu moins. Donc, en fait, on a besoin d'aller chercher un peu à l'international. Par contre, clairement, il y a des écosystèmes plus vibrants que d'autres à l'international. Et d'autre part, il y en a qui sont très bons, comme par exemple le chinois et le coréen, mais qui sont vraiment très loin. Et l'obstacle de la langue, l'obstacle du jet lag, décalage horaire, fait que pour les Européens, c'est pas très praticable. Ok, d'accord. Bah, merci pour ta réponse. Et peut-être une question à propos des chiffres. Combien de startups vous accompagnez et combien de partenaires industriels vous avez également? Alors encore une fois, on n'accompagne pas de start-up. Hein, Oui, pas accompagné, oui, dans le sens, oui, excuse-moi. Voilà. Nos clients sont plutôt les labos, etc. Alors donc on a aujourd'hui une quarantaine de laboratoires qui sont nos clients, soit du dispositif ou bien entendu de laboratoires pharmaceutiques. Aussi bien des Français que des internationaux, aussi bien les filiales françaises que des headquarters européens ou mondiaux. Après, est-ce qu'on a vu beaucoup de startups? Oui, on en a vu beaucoup. Donc, comme je te disais, on a un peu plus d'1 millier de startups dans la base de données purement française. Et au total, combien de startups ont créé des liens avec des labos? On en a à peu près une cinquantaine. Oh non, plus. Je dis une bêtise, plutôt une soixantaine. Soixantaine de liens qui ont été passés depuis maintenant 2 ans entre des labos et des startups. Donc on est très fiers de ça. Tu as eu raison de resituer ma question qui était mal posée. Et peut-être comment se conclut ce partenariat entre la startup et le laboratoire? Est-ce que à terme le laboratoire il a vocation à racheter la startup? Est-ce que, je sais pas, tu peux nous dire quelques petits détails qui se passent en coulisses pour bien comprendre comment se nouent ces partenariats, même si je suppose qu'il y a forcément des informations un peu confidentielles? Oui, non, bien sûr, il y en a. Chaque labo a sa secret sauce, sa sauce à lui. Et bien entendu, on peut pas dévoiler, mais globalement, effectivement, au début, les laboratoires se disaient, ah ben on va racheter des startups. Alors, c'est vrai en biotech, ou se dire, je vais racheter une start-up de biotech et je vais l'intégrer à mon portefeuille de produits, eh bien, ça fait beaucoup de sens. Parce que c'est comme ça, ça protège une source de revenus unique et qu'on partage pas avec les concurrents. En revanche, dans le domaine du numérique, ça fait beaucoup moins de sens de racheter. Parfois oui, mais rarement oui quand même. Pourquoi? Parce que d'abord, une start-up qui amène un produit un peu innovant, voire même très disruptif, très révolutionnaire, c'est disruptif et révolutionnaire pendant un certain temps. Et au bout d'un moment, c'est rattrapé par toute la meute de startups dans tous les pays. Qui va très vite en plus. Voilà, exactement. Et c'est un domaine qui va très très vite. Donc, acheter quelque chose, ça donne un avantage compétitif qui n'est pas très long, qui n'est même pas long du tout. La deuxième chose, c'est que acheter une startup du numérique quand on est un laboratoire pharmaceutique, c'est pas évident parce que c'est quelque chose qu'on connaît mal. Les laboratoires pharmaceutiques connaissent mal les startups du numérique. C'est vraiment pas, ils viennent pas de là, ils savent pas comment ça marche. Et donc souvent, quand ils avalent une startup du numérique, ils ont tendance à la digérer un peu vite et à la faire disparaître un peu vite. Et donc les laboratoires sont un peu revenus de ça. Et donc il y a plusieurs choses qui se dégagent maintenant, plusieurs tendances qui se dégagent. La première tendance, c'est simplement de trouver un partenariat qui peut être exclusif pendant un certain temps, qui peut être ça peut être une prise de participation, mais pas forcément majoritaire. Ça peut être de l'intégrer dans un portefeuille d'un fonds. De plus en plus, les pharma ont des fonds corporate, et intégrer une startup dans un fonds corporate sans être du tout majoritaire, avec plusieurs avec plusieurs startups dans le fond,
comme si c'était un fonds VC traditionnel, c'est de plus en plus courant. On voit de plus en plus de labos qui ont un portefeuille de startups en se disant il y en aura bien quelques-unes dans le tas qui va à la fois apporter quelque chose de très disruptif et qui va vraiment servir à notre business, et puis qui vont également trouver des sorties très positives et sur lesquelles je vais gagner de l'argent. Donc on voit ça. Et puis on voit également de plus en plus du travail en collaboration entre plusieurs industriels de santé qui décident de travailler ensemble avec une start-up. Alors pourquoi D'abord, les professionnels de santé ou les providers de soins, les fournisseurs de soins, en ont assez d'avoir, je te donne un exemple, une application pour des gens qui ont du diabète. On a des stocks, des suivis de personnes diabétiques, il y en a plein. Et les médecins ou les hôpitaux, ils sont pas toujours pour avoir l'application d'Abbott, et puis l'application de Roche, et puis l'application de Sanofi, et puis l'application de ci, et puis l'application de ça. C'est de nouveau, c'est juste pas possible. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une application où, quelle que soit l'insuline que je m'injecte, ou que ce soit, quel que soit le stylo que j'utilise, ou quel que soit le patch que j'utilise, cette application, elle marchera. Et donc, de plus en plus, ils en ont assez d'avoir des applications propriétaires, et ils veulent des applications multiplateformes. Et donc, du coup, on voit des laboratoires qui se regroupent pour pouvoir offrir ces applications multiplateformes, sachant qu'il y a un effet catégoriel qui bénéficie à toute la catégorie. On pourrait penser, si j'ai mon stylo à moi avec mon application à moi, je vais bloquer tout le monde. Non, on se rend compte que c'est l'inverse. Si à plusieurs on a fabriqué une application multiplateforme, finalement, il y a une satisfaction des utilisateurs qui est plus importante, des professionnels de santé, etc. Cette application est plus utilisée, et du coup, on améliore plein de choses, à commencer par l'observance des patients, etc., etc. Donc finalement, on améliore globalement la valeur en santé et la valeur économique. Donc, on voit ce genre de choses qui est concrétisé en France par ce qu'on appelle Coalition Next. C'est quelque chose qu'on a fondé, Digital Pharma Lab, avec une dizaine de labos. Et Coalition Next aujourd'hui regroupe un peu plus de 10 labos, une dizaine d'établissements de soins publics comme privés, et qui fait des appels à projets auxquels beaucoup de startups répondent, et certaines sont sélectionnées et financées pour faire des expérimentations dans les établissements de soins, par exemple. Et ça, c'est vraiment un travail collaboratif fantastique. Ok, on peut peut-être en dire un petit mot, parce que c'est très intéressant ce que tu évoques. Parce que c'est vrai que moi aussi, je commence à avoir ces retours-là, c'est qu'il y a un besoin de lisibilité sur la santé numérique, parce que je crois que j'ai vu un chiffre, dis-moi si je me trompe, qu'il y a 350 000 applications de santé en France, ou quelque chose comme ça. Donc en effet, il y a un vrai besoin de lisibilité. Donc si tu peux dire justement ce que vous faites avec Coalition Next, n'hésite pas à... Coalition Next, c'est comme je te le disais, c'est quelque chose c'est une initiative entre professionnels, fournisseurs de soins, hôpitaux et laboratoires pharmaceutiques et dispositifs, qui lancent des appels à projets sur lesquels tous ces gens-là se sont mis d'accord pour trouver des solutions à expérimenter dans les établissements qui sont soutenus par plusieurs laboratoires ensemble. Donc, il ne s'agit pas, bien entendu, d'une entente anticoncurrentielle, c'est simplement, il y a une application qui nous plaît, on se met à plusieurs pour la soutenir. Elle est déployée à titre expérimental dans un ou plusieurs établissements de soins, et ça permet de voir si, évidemment, il faut que cette application réponde à un certain nombre de critères de qualité, de non-malfaisance, je dirais, etc. Et puis évidemment aux critères de data privacy, RGPD, etc. Et bien entendu, quand on voit ça, on se rend compte que ça a une vertu fantastique, parce que justement, ça a d'abord une vertu transformationnelle sur les établissements de soins, qui utilisent du coup des applications à des endroits où finalement le numérique n'était pas bien introduit. Ça permet aux patients de s'acclimater, ça permet aux professionnels de santé de s'acclimater, ça permet de récupérer beaucoup d'informations très utiles, anonymes, etc., mais beaucoup d'informations très utiles sur l'utilisation du numérique et sa valeur. Et puis, si c'est bien, ça permet aux établissements ensuite
de pouvoir orienter leurs besoins et leurs fournitures de santé numérique. Donc, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Ok. Ok, bah super. On va passer sur une petite partie où on va revenir sur les challenges auxquels vous avez fait face avec le Digital Pharma Lab. Et ma première question, c'est de savoir quelle était la première action que vous avez menée quand vous avez décidé de lancer le Digital Pharma Lab avec ton associé. La première action qu'on a menée pour Digital Pharma Lab, c'est d'aller voir plein de labos. Ok. Et de leur dire, voilà, on a ça, qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue qu'on a vraiment été formidablement reçus, très agréablement surpris de l'enthousiasme et de la volonté de plein de labos. J'en citerai un en particulier qui est le laboratoire Biogène, dont le président France était Martin Dubuc. Et on est allé voir Martin et aussi un de ses adjoints chez Biogène Healthcare Solutions qui est Thibaut Guimard. Et ils nous ont fait un accueil fantastique et ils nous ont dit, bon voilà, ils ont été critiques, mais de la critique constructive. Ils nous ont dit, bah voilà, si vous arrivez à avoir tout ce type de choses en plus de votre offre, en particulier d'agrandir votre écosystème vers les pouvoirs publics, vers des financeurs, etc., bah, ça nous intéresse beaucoup. Et du coup, on l'a fait. Et quand on est revenu, ils nous ont dit, bah voilà, vous avez fait ce que vous aviez dit, bah nous, on va faire ce qu'on a dit. Et donc, ils sont devenus nos premiers clients. Donc, et on a fait ça avec pas mal de labos. Et on le fait toujours, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a des idées, on les teste auprès de nos labos, de nos clients, de nos prospects, et on a toujours un accueil formidable parce que bah, ils cherchent aussi avec nous. Tout ça sont des domaines nouveaux, et donc on a toujours un accueil fantastique de gens qui nous disent, bah écoutez, nous on réfléchit plutôt à ça, et on construit avec eux les offres qui leur conviennent. Donc on essaye d'être le plus agile possible et de coller aux besoins du marché. Alors les difficultés, évidemment, ça a été de coller justement. Et parfois c'est long, c'est compliqué, il faut se remettre un peu en question, mais ça vaut le coup. Et l'autre difficulté, ben, c'est aussi d'expliquer aussi bien aux startups avec qui on bosse qu'avec les labos avec qui on bosse, que et ben, quand on travaille avec un labo, bah, il faut aussi respecter son temps et ses obligations, ses contraintes. Et quand on travaille avec une startup, il faut aussi respecter sa temporalité et ses contraintes. Et ça, c'est beaucoup d'explications. Et c'est vrai que vous êtes sur un marché biface et qu'il y a un peu un double discours à avoir parce qu'entre des gros mastodontes qui sont un peu longs à bouger, des startups qui veulent aller très vite, qui veulent avoir les contacts tout de suite, ça doit être un travail d'équilibriste un petit peu tous les jours. C'est ça. Et on essaye d'expliquer aux uns et aux autres les contraintes d'en face. Sans, il n'est pas question de se clasher, hein, il est question de trouver comment on peut travailler ensemble. Donc quand on connaît les contraintes des uns et des autres, c'est plus facile, et quand on les intègre. Mais on a face à nous, aussi bien dans les startups que dans les labos, des gens intelligents qui ont envie de bosser ensemble. Et donc on arrive toujours à trouver quelque chose, quoi. D'accord. Et ça, c'est une question qui m'intrigue un petit peu parce que je trouve que votre business, il est très intelligent. Et donc, la question, elle est facile. C'est quel est le business model derrière? Comment ça se passe? Est-ce que c'est le laboratoire qui va payer au partenariat, qui va payer pour un accompagnement? Comment ça se passe? Oui, on a plusieurs programmes. Donc, déjà, on a 3 grands programmes. Un programme d'acculturation digitale. Qu'est-ce que c'est que l'économie digitale aujourd'hui et comment on rentre dans cette économie digitale quand on est un laboratoire pharma ou de dispositif, comment on se rend plus agile, etc. Donc ça, c'est, j'allais dire, un programme de conseil très impliquant où il y a de l'intrapreneuriat, etc., qui s'appelle Étincelle Digitale. Donc là, les clients sont à l'évidence les labos. Le deuxième programme, c'est un programme qui s'appelle Global Pharma Booster. C'est là où on met en rapport des startups avec des labos et on essaye d'accélérer la conclusion d'un accord. Donc ça va effectivement de la compréhension du besoin du labo au sourcing, au matching, et au business development, au contract management et à l'alliance management. Et on a une troisième offre qui est cette offre coalition dont on a parlé avant. Et à chaque fois, ce sont effectivement les industriels qui payent, soit une adhésion, soit effectivement un fee, success fee, soit les deux. Voilà, donc ça dépend un peu des programmes. Voilà, donc on a ça. Les startups, elles,
il leur arrive de nous donner un peu d'argent sur des programmes particuliers, mais très peu. L'objectif, c'est pas de leur donner un peu d'argent. Quand on leur demande un peu d'argent, c'est pas beaucoup, et c'est pour les impliquer, pour être sûr que ces startups elles ont envie d'aboutir. Et avec ton recul, qu'est-ce que tu penses du modèle des incubateurs accélérateurs classiques qui vont prendre des parts et qui vont des fois faire de l'acquisition de masse, qui vont prendre beaucoup de startups? Est-ce que tu as un regard critique par rapport à Non, je crois que c'est cet très écosystème? utile. Je crois que c'est très utile d'avoir ces incubateurs. Je vois beaucoup de startups qui en ont été ravis, qui ont vraiment progressé grâce à ça, grâce à ces incubateurs, ces accélérateurs de startups. Alors oui, elles ont donné de l'argent, mais beaucoup ont été ravis. Après, euh, euh, d'abord, il y a beaucoup de structures de ce type-là en France, en Europe, aux États-Unis. Peut-être un peu trop, et peut-être que le marché va s'ordonner. Peut-être qu'il y aura des regroupements, etc. Et parce que certains de ces accélérateurs et de ces incubateurs commencent à avoir du mal finalement à trouver des débouchés pour leurs startups. Donc c'est bien d'aider les startups, mais ce qui est encore mieux, c'est que ces startups derrière, elles arrivent à trouver des débouchés par elles-mêmes ou grâce à des gens comme nous, grâce à Digital Pharma Lab. Et parfois, c'est difficile pour certains incubateurs qui ont un peu de mal. Donc l'appel que je pourrais leur faire à ces incubateurs, c'est justement de venir nous trouver et de voir comment on peut être un des débouchés pour eux. Voilà. Donc voilà, la seule critique que je pourrais faire, c'est ça. Mais sinon, je vois beaucoup de startups qui sont passées par ces incubateurs et qui sont absolument ravis, qui ont vraiment progressé grâce à ça. Ok, donc vous mettez presque au niveau juste après l'incubateur Oui, pour faire la transition. Ok, bah exactement. parfait. On arrive sur une petite séquence que j'aime bien, c'est la question des auditeurs. Et tout à l'heure, tu as évoqué la sauce secrète des partenariats pour les laboratoires. Donc, ma question, si tu peux en dire un mot dessus, comment nouer un partenariat avec un grand laboratoire pharmaceutique quand on est une start-up de la LS Tech? Est-ce qu'il y a des étapes à respecter? Est-ce qu'il y a des personnes précises à contacter dans le laboratoire? Oui, il y a des étapes à respecter, bien entendu. Évidemment qu'il y a des étapes à respecter. Les laboratoires font très attention à la confidentialité des échanges. Les laboratoires font très attention, évidemment, aux risques qu'ils prennent et qu'ils font prendre. Les laboratoires font très attention parce qu'ils sont habitués à ça, à ce que les solutions numériques qu'ils peuvent proposer ou qu'ils peuvent soutenir ont de la valeur en santé et sont pas malfaisantes ou sont pas juste neutres. Voilà, donc ça, c'est absolument clé, et donc les laboratoires font attention à ça. Et pour ça, ils ont des gens, souvent et de plus en plus, ils ont des gens qui sont spécialistes, qui commencent à bien comprendre le business des startups, qui commencent à bien savoir évaluer les startups, qui, j'allais dire, presque en un coup d'œil, sont capables de dire quelle valeur ça peut amener, quels risques ils peuvent prendre, etc. Et ça, c'est vraiment fantastique. Je peux citer les équipes de chez Pfizer, les équipes de chez Roche, Novartis, le Biome de Novartis. Voilà, ce genre d'équipe est vraiment. Il y en a plein, hein, donc j'ai cité ceux-là, mais il y en a plein d'autres. Ce genre d'équipe est vraiment, voilà, ils sont très compétents et ils se ratent pas beaucoup, quoi. Et donc ils ont, voilà, ils ont une bonne pratique. Et donc une start-up, parfois c'est très compliqué de naviguer dans un grand labo. Il y a plein de gens à voir, il y a plein de machins. Quand on a la chance d'avoir un labo qui est bien ordonné par rapport à ça, par exemple ceux que j'ai cités, mais il y en a d'autres, c'est quand même plus agréable parce que eux-mêmes permettent la navigation à l'intérieur de l'entreprise et vont aller trouver la bonne business unit qui peut être intéressée, vont ensuite trouver le legal, enfin le juridique, la compliance, la data privacy, etc., etc. Toutes choses qu'il faut passer parce que il faut comprendre qu'un laboratoire pharmaceutique va pas prendre un risque, même si la startup propose un produit très intéressant, elle va pas prendre un risque de se retrouver de faire une erreur, par exemple, sur la data privacy qui engagerait son nom au niveau mondial. Donc, oui, il faut respecter ça et être attentif à ça. Donc, j'allais dire, les labos qui sont bien structurés, ceux-là, c'est vrai que ça va plus vite. Quand il y a une head of innovation, une cellule innovation, des choses comme ça qui aident à la navigation interne, c'est quand même plus facile.
Donc finalement, la première et quasiment seule étape, c'est d'abord trouver cette personne ressource, cette Ouais, Head of Innovation, et du coup, c'est elle qui guide derrière. exactement. Et peut-être un mot, vu qu'on l'a évoqué aussi tout à l'heure, par rapport à la maturité. Quel niveau de maturité tu conseilles à une startup avant d'aller voir un laboratoire? D'avoir son premier client, comme on a dit tout à l'heure, ou est-ce qu'on peut, en fonction des secteurs, avoir un niveau de maturité un peu différent, des documents différents, des... Oui, 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 on peut avoir. Par exemple, j'ai vu une startup qui arrivait qui avait pas de produit, mais qui avait déjà levé de l'argent. Ok. C'est comme ça, qui avait réussi à lever de l'argent. C'est un peu américain, ça. Ouais, bah voilà, c'est un peu américain. Ils avaient très bien réussi et c'est très spectaculaire, mais ils n'avaient pas de produit. Alors, c'est très déroutant pour un labo de se dire, oula, est-ce que je fais confiance à quelqu'un qui a pas grand-chose à montrer, qui a quelque chose sur le papier, mais rien, mais qui a l'argent? Moi, je dirais oui, ça vaut le coup de faire confiance parce que ça veut dire que s'ils ont déjà l'argent, ça veut dire qu'ils sont très convaincants, que c'est une équipe qui a des qualités. Est-ce qu'on fait confiance à des équipes qui sont en train de développer dans leur salon au moment d'un confinement? Je l'ai vu. Là aussi, c'est parce qu'il y avait une équipe géniale. J'en parle parce que je les aime beaucoup. C'est une startup qui s'appelle My Charlotte, dont peut-être nos auditeurs ont entendu parler. Et My Charlotte est arrivé avec un produit qui n'était pas du tout fini, mais avec un concept excellent et une équipe absolument géniale, très engagée, très intelligente, très très compétente, qui a donné confiance à tout le monde. Donc le produit n'était pas du tout terminé, mais en revanche, il y avait une telle équipe et une telle volonté, ça a convaincu tout le monde. Et finalement, aujourd'hui, Ma Charlotte fonctionne très très bien. Ils ont levé de l'argent, ça marche très bien. Ils ont été lauréats de notre coalition et c'est grâce à ça, en partie, hein, c'est surtout grâce à eux. Mais le fait qu'ils étaient si bons, alors que leur produit n'était pas du tout terminé, leur a permis d'être lauréats de notre coalition. Ok, bah merci pour ces petits conseils. Et pour finir, les 3 petites questions, la petite dernière séquence. Quelle est l'ambition, le futur du Digital Pharma Lab? Alors, c'est vraiment ça peut paraître un peu comme ça, un peu ambitieux et un peu Bah non, immodeste, il faut. un peu immodeste. Mais en fait, c'est de devenir, nous, petite entreprise française, c'est de devenir un des leaders mondiaux dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'on veut s'internationaliser, etc. D'abord parce qu'on pense encore une fois que la France a vraiment des atouts fantastiques et on veut les faire briller à l'international. La deuxième chose, c'est parce que ce business est international. Des startups, il y en a partout, des labos, il y en a partout, des patients, il y en a partout, voilà. Et donc, notre ambition, c'est d'aider au maximum euh, grâce au numérique. En fait, on est persuadé que le numérique va apporter de l'abondance en santé, ce qui est un peu paradoxal. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez de professionnels de santé, il n'y a pas assez d'infirmiers, de pharmaciens, de kinés, etc. Il n'y a pas assez d'argent pour payer tout ça, etc. Euh, eh bien, peut-être. Et en plus, la crise de la dette va pas améliorer tout ça, mais Ça, c'est encore un autre sujet. mais oui, mais ça compte dans l'économie générale, peut-être. Mais justement, le numérique va permettre si ça permet par exemple de garder des malades dans des conditions chroniques ou aiguës, de les garder chez eux plutôt que d'aller à l'hôpital, et donc de diminuer le coût de l'hôpital grâce à du numérique et des professionnels de santé qui peuvent intervenir plus facilement, dialoguer plus facilement avec leurs patients et de façon plus rapide, etc. C'est un des futurs. Et le numérique va beaucoup aider à ça. Et je ne parle pas de tout le reste. Hein. Être capable de faire des diagnostics beaucoup plus rapidement, être capable d'avoir des alertes très vite, être capable, etc. Il y a plein de choses dont beaucoup sont qu'on ne connaît pas encore, bien sûr. Donc, je crois que le numérique va apporter de l'abondance en santé. Et on y croit beaucoup. À un moment où tout le monde est un petit peu inquiet de comment je vais être pris en charge, comment ma santé va être prise en charge s'il y a de moins en moins de ressources, et ben, le numérique est une ressource qui va libérer de la ressource, justement. Donc, on y croit beaucoup. Et donc, notre ambition, c'est de pouvoir vraiment Structuré et tout ça. structurer, démocratiser, élargir tout ça. Ok, bah, on va suivre cette aventure avec grand intérêt. Une autre petite question, celle-ci, elle m'intéresse vraiment sur le point de vue entrepreneurial. Quelle est ta plus grande fierté avec le Digital Pharma Lab? Et la question à l'envers, quel est ton plus grand regret, si tu en as un, avec l'aventure que vous menez actuellement? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir des clients, des startups et des
des employés qui nous font confiance à mon associé Didier Tranchier et moi, et qui ont envie de partager cette aventure. Tous les jours, ça nous porte. Tous les jours, quand on a des discussions très directes et très ouvertes avec des labos, c'est génial. Tous les jours, quand il y a des startups qui nous posent des questions, qui nous demandent conseil ou qui nous en donnent d'ailleurs, c'est fantastique. Donc voilà, on apprend tout le temps. Bon, donc ça, c'est une fierté permanente. Bon, ça nécessite énormément d'énergie parce que être curieux, ça nécessite de l'énergie. Mais c'est vraiment génial. On est payé en retour. Alors, mon plus grand regret, finalement, c'est parfois, c'est bizarre ce que je vais dire, mais de pas être capable toujours d'expliquer autant que je voudrais pour faire triompher un peu ces idées-là. Voilà, des fois, on est handicapé par notre propre... voilà, c'est personnel ce que je te dis là, mais parfois on est handicapé par nos propres limites, quoi. Et j'aimerais avoir moins de limites, voilà. Mais bon, voilà, nous c'est une aventure entrepreneuriale de fin de carrière, hein. Donc on voit aussi qu'on a des limites, on les connaît un peu mieux maintenant, mais voilà, je regrette d'en avoir. Je pense que ça joue aussi beaucoup avec le temps dont tu disposes, parce que quand tu as beaucoup de temps pour expliquer, forcément c'est plus facile sûrement. Et avec tout ce que vous faites, c'est sûr que le temps est un petit peu on court derrière le temps, c'est vrai. Et ma dernière question, c'est ma question totem, c'est la question totem du podcast. Est-ce que tu as un aventurier, un explorateur préféré qui peut t'inspirer tous les jours dans ton aventure entrepreneuriale ? Ouais. Ça va paraître bizarre. Bon, moi j'ai adoré, comme tout le monde, hein, j'étais plus jeune, j'ai adoré les aventures dans Star Wars ou dans comment il s'appelait, les aventuriers de l'Arche perdue, là, je sais plus comment il s'appelle le héros, mais enfin voilà. Mais finalement les aventuriers, moi je garde des lectures de jeunesse ou des choses qui m'accompagnent encore un peu maintenant. C'est un peu ça qui forge un peu notre imaginaire, hein, c'est parfois. C'était les gens qui allaient se promener au Moyen-Orient ou en Orient, et Joseph Kessel, Henri de Montfred. Bon, c'est plus tout à fait d'actualité, mais moi c'était mon actualité quand j'étais plus jeune. Et ces gens-là qui allaient découvrir des contrées voilà, qu'on connaissait pas, ou découvrir des mœurs qu'on connaissait pas, des peuples qu'on connaissait pas, et qui moi me faisaient rêver. J'ai l'impression de faire un peu la même chose, c'est-à-dire d'aller découvrir des choses qu'on connaît pas très bien encore, faire découvrir à des grandes entreprises, des startups qu'elles connaissent pas, des territoires pour elles inexplorés. Tout nouveau, avec des gens tout nouveaux qui ont des habitudes toutes nouvelles pour elles. Et voilà, parfois j'ai l'impression d'être un peu ce genre d'explorateur qui vient d'un monde et qui va découvrir un autre monde. On sent que tu as bien écouté le podcast, parce que c'est exactement la baseline du podcast, donc tu l'as résumé parfaitement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Bon, je t'ai fait tenir un petit peu plus longtemps que les 30-35 minutes prévues. Ah, pardon. C'était hyper intéressant. Mais c'est ma faute, hein, c'était hyper intéressant. Donc, merci beaucoup, Pascal, pour cet échange. Merci beaucoup à toi, Myriadec. Longue vie à ton podcast, et merci aux auditeurs d'avoir tenu jusque-là. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.